Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce troisième numéro du journal télévisé de l'ISRA, un résumé des temps forts de l'actualité de l'établissement. C'est parti pour le sommaire. Prise de service officielle pour le nouveau directeur scientifique et secrétaire général de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Les passations de services se sont déroulées en présence du directeur général. Première réunion annuelle du projet CASEX au format visioconférence. La question de l'élevage sahélien et le bilan carbone étaient au cœur des échanges. Dans la rubrique Immersion, nous vous amenons aujourd'hui au Centre pour le développement de l'horticulture de l'ISRA CDH, dont l'une des activités phares est la recherche sur les semences d'oignons. Et enfin, comme tous les mois, notre invité de ce mois est le docteur Aïssatou Sambou, sélectionneur arachide au CERAS de Thiès. Voilà pour le sommaire, tout de suite pour le développement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal par la cérémonie de passation à la direction scientifique de l'Institut sénégalais de recherche agricole, où le docteur Abdou Ndiaye a remplacé le docteur El Hadj Traoré au mois de février dernier. Si le directeur sortant remercie la hiérarchie et félicite son staff, le tout nouveau directeur scientifique dit prendre avec humilité ses nouvelles responsabilités. C'est un compte-rendu signé Astou Faye Gueye. Après 7 ans à la tête de la direction scientifique de l'ISRA, Dr El Hadj Traoré a passé le témoin au Dr Abdou Ndiaye le mercredi 17 février 2021 à la direction générale. Présidé par le Dr Momar Talla Seck, directeur général de l'ISRA, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, la cérémonie de passation de service s'est déroulée dans une atmosphère sobre et solennelle en présence de son staff. Dans son discours, le directeur scientifique sortant, Dr El Hadj Traoré, a tenu à remercier le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, ainsi que le directeur général pour la confiance accordée durant toutes ces années. Je voulais tout d'abord remercier, comme l'administration est une continuité, monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et monsieur le directeur général qui m'ont fait confiance en me confiant la direction scientifique que j'ai gérée pendant 7 ans et je crois 2 mois. Donc, qu'aujourd'hui je sois à la fin d'une mission, c'est avec émotion, mais aussi avec plaisir. Et je vois que je rends le service au nouveau directeur scientifique, la personne de Abdou Ndiaye, Dr Abdou Ndiaye, qui est un proche collaborateur parce qu'il a été 2 fois chef de mission auprès de la direction scientifique sous mon mandat. J'ai travaillé avec beaucoup de collaborateurs, qu'ils soient ici ou bien ailleurs. Je les remercie beaucoup de la franche collaboration qu'on a faite. Mais je voulais garder une mention spéciale pour mon assistante, la personne avec qui j'ai travaillé de façon rapprochée. Quant au directeur scientifique, Dr Abdou Ndiaye, les espoirs placés en lui et la confiance du directeur général constituent un sacerdoce. Je viens d'être nommé directeur scientifique de l'ISRA, avec la confiance du directeur général d'abord et des autorités administratives. Je veux nommer le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Je mesure à sa juste valeur les tâches, mes nouvelles tâches, mes nouvelles fonctions, et je prends ça avec humilité et dévotion pour pouvoir servir et répondre à l'attente de la hiérarchie supérieure et ensuite ceux pour qui je suis devenu un coordonnateur. Je veux penser du technicien au chercheur. Ma pensée et ma vocation et ma volonté de faire et ma détermination restent toujours les mêmes. Ça veut dire servir l'institution et rester loyal à la hiérarchie. Je demande à l'ensemble du personnel de travailler la main dans la main pour pouvoir en fait répondre à la demande et répondre aussi en fait aux sollicitations diverses auxquelles l'Institut fera face. Je me dois d'abord de coordonner la barque scientifique et rester loyal au directeur général pour l'appuyer où besoin se fera sentir. Le docteur Abdou Ndiaye a fini par inviter l'ensemble du personnel scientifique à mutualiser les efforts pour plus d'efficacité dans le travail en vue d'atteindre les objectifs fixés. Passation de service toujours, cette fois-ci c'est au niveau du secrétariat général de l'ISRA où le secrétaire général sortant, Dr Mbaye Diop, a passé le témoin à M. Abdoul Aziz Ngom en présence du directeur général et de son staff. Retour en image sur le moment fort de cette cérémonie. C'est en présence du directeur général de l'ISRA, Dr Momar Talla Seck, et de son staff que Dr Mbaye Diop,
secrétaire général sortant, a passé le témoin à M. Abdoul Aziz Ngam, secrétaire général entrant. Par la suite, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, le directeur général, a officiellement installé M. Ngom dans ses nouvelles fonctions. Le désormais ex-secrétaire général de l'ISRA, Dr Mbaye Diop, a tenu toutefois à remercier les autorités pour la confiance accordée durant ces 3 dernières années et féliciter son successeur. J'en profite pour remercier les autorités pour la confiance qu'ils ont placée à ma personne pour assurer la direction du secrétariat général pendant 3 ans. J'en profite également pour féliciter Abdou Aziz pour avoir mérité la confiance du ministre et du directeur général de l'ISRA pour me remplacer à ce poste, qui n'est pas un poste facile, mais connaissant l'homme, connaissant Aziz, je ne doute pas de ses capacités à pouvoir mener à terme la mission qui lui est confiée aujourd'hui pour le bien de l'ISRA. Pour ses premiers mots, le secrétaire général a tenu d'abord à remercier le Dr Momar Talla Seck pour la confiance placée en sa modeste personne, puis a adressé un message fort au personnel. Je remercie les autorités qui ont eu confiance à ma personne pour diriger le secrétaire général de l'ISRA. Je vais citer le directeur général. C'est lui qui a fait la proposition et puis c'est le ministre qui a signé l'arrêté. Donc vraiment, les sincères remerciements au directeur général pour la confiance placée à ma personne. Et je m'investirai tous les jours pour mériter cette confiance-là. Un message à l'endroit des agents, je vais emprunter la fameuse phrase de Maître Wade. Donc il nous faut vraiment travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler. Parce que c'est le travail qui est la base, quoi. Donc on se réalise dans le travail, et puis le travail bien fait. Voilà, donc, et les agents de l'ISRA, en fait, ont cette particularité d'aimer l'Institut. C'est rare en fait, mais chez nous, les gens aiment leur institut. Changement climatique, la première réunion annuelle du projet CASEX, coordonné par l'Institut sénégalais de recherche agricole, s'est tenue du 16 au 19 février 2021 par visioconférence sous le thème « Bilan d'activité 2020 et perspectives de travail pour l'année 2021 ». Les autorités qui ont pris part à cette rencontre virtuelle ont noté des progrès remarquables du projet depuis son démarrage effectif en janvier 2020. Compte rendu signé Lamine Diédhiou. L'impact de l'élevage sahélien sur le changement climatique et les stratégies d'atténuation développées dans ce sens étaient au cœur des échanges entre experts et autorités intervenant dans le cadre du projet CASEX. Et pourtant, cet élevage, considéré comme une source d'émissions de gaz à effet de serre, joue en réalité un rôle majeur dans la protection de l'environnement. Au Sahel, l'élevage pastoral valorise un milieu extrême, alors qu'il est accusé d'émettre trop de gaz à effet de serre par kilogramme de lait ou de viande produite. Une recherche menée au Sénégal montre que les territoires pastoraux peuvent en réalité avoir un bilan de carbone neutre. Les émissions d'origine animale sont compensées par la séquestration de carbone dans les sols et la végétation. Fort de ce constat, le projet CASEX poursuit une meilleure quantification des impacts des systèmes agro-silvopastoraux sur le changement climatique, avec une amélioration de leur bilan carbone, mais aussi l'accompagnement des différents acteurs pour l'élaboration de meilleures pratiques d'élevage au Sahel, en cohérence avec les changements qui surviennent d'ores et déjà. Prenant part à cette première réunion du CASEX, le directeur de l'élevage estime pour sa part que les résultats du projet peuvent apporter des réponses concrètes face à ce phénomène de changement climatique. Les résultats de recherche du projet CASEX pourraient apporter des réponses concluantes face aux questions d'atténuation des gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation au changement climatique pour les pasteurs dans un contexte où les ressources sur lesquelles repose le maintien de leurs activités sont menacées.
Quant à l'état d'avancement des activités du CASEX, objet de cette rencontre virtuelle, le représentant du ministre de l'Agriculture tire un bilan satisfaisant avec des perspectives prometteuses. Des progrès remarquables ont été notés depuis le démarrage effectif du projet. Il s'agit entre autres de l'obtention d'outils et protocoles de manipulation de la production de données ainsi que la réalisation d'une première série d'essais. Des avancées sont aussi notées dans l'amélioration du dispositif de bilan à l'échelle nationale, la co-conception et la diffusion d'options d'atténuation de l'impact de l'élevage sur le changement climatique, la formation et le renforcement des compétences sur l'évaluation de l'impact environnemental des systèmes d'élevage. Au cours de 4 jours d'intenses travaux, le bilan des activités du CASEX de l'exercice 2020, le plan de travail pour l'année 2021, les états financiers, la stratégie et le plan de communication sont autant de sujets présentés et débattus par près d'une centaine de participants. Restons toujours avec la réunion annuelle du CASEX pour donner cette fois-ci la parole au Dr Elhadji Traoré et Paulo Salgado, respectivement coordonnateurs et animateurs scientifiques du CASEX. Il tire également un bilan satisfaisant de la première étape de mise en œuvre du projet et plaide en faveur de l'élevage sahélien, considéré aujourd'hui comme une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un reportage de Mariama Diop. Apporter un nouveau regard sur l'élevage sahélien et le faire reconnaître comme une contribution au développement durable, c'est l'une des missions principales du projet CASEX. Après plusieurs mois de mise en œuvre, les différentes parties prenantes du projet se sont retrouvées autour d'un panel pour dresser un bilan à mi-parcours. On a démarré le projet en 2020 avec des difficultés, mais on a réussi à mettre quelques actions déjà en route. Toute la partie des équipes, tout ce qui est équipement, importation d'équipements et mise en place de certains outils de mesure. Et quelques actions pratiques sur le terrain ont été mises en place à partir du mois de juin-juillet de l'année dernière, quand les restrictions de mouvement ont été enlevées. Grâce à ces activités entamées sur l'empreinte carbone, le CASEX espère donner une meilleure image de l'élevage sahélien, considéré aujourd'hui comme une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est vrai, les animaux émettent des gaz à effet de serre par éructation, etc. Mais également, je crois qu'ils contribuent à stocker ou en tout cas à utiliser de façon efficiente ce carbone dans le sol. Parce que nous sommes dans un élevage sahélien, surtout pastoral, un élevage qui s'est adapté à son environnement, la résilience. Je crois qu'ici, quand on parle d'élevage très résilient, adapté au contexte, c'est notre élevage. Ce qui veut dire que cet élevage respecte l'environnement pour pouvoir exister. Comme on dit toujours, c'est de l'écologie. Et parfois, on dit qu'il y a épidémie ou il y a pandémie quand l'écologie a mal tourné. Or, quand les choses, on les laisse de façon naturelle, l'écologie s'adapte, les gens s'y adaptent pour que l'écologie ne soit pas négative. Et nous pensons que quand on va faire le bilan de tout le carbone du système d'élevage agro-pastoral, c'est les animaux, les arbres, les mares, l'action anthropique, etc., on verra certainement et nous pensons que ce bilan est plutôt positif. Quoi qu'il en soit, l'enjeu majeur du CASEX est d'arriver à améliorer l'évaluation du bilan carbone des systèmes d'élevage agro-pastoraux pour mieux quantifier leurs impacts sur le changement climatique afin d'élaborer des politiques adaptées au Sahel. Notre rubrique découverte s'intéresse aujourd'hui au Centre pour le développement de l'horticulture de l'ISRA, CDH. Son objectif principal est de contribuer à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des cultures horticoles. Pour ce faire, diverses activités sont menées au sein de ce centre, notamment des recherches sur l'oignon et la pomme de terre. Une équipe de l'UNIVAL s'est entretenue avec les responsables du centre sur ces activités. Regardez. La culture d'oignon, c'est une culture qui est bisannuelle. Dans un premier temps, il y a une production de bulbes mères. Et puis dans un deuxième temps, ces bulbes mères sont replantées pour avoir des graines. J'ai voulu vous montrer le séchoir à oignons qui est là derrière nous. Donc c'est un maillon extrêmement important dans l'étalement de la production d'oignons. Avant de mettre des oignons dans le séchoir, il faut que ce soit des oignons de qualité. On ne peut pas conserver des oignons qui ne sont pas de qualité. Des oignons gorgés d'eau, on ne peut pas les conserver dans le séchoir. Donc il y a une fiche technique qui a été mise au point par le CDH pour la production de bulbes de qualité. Des bulbes fermes qui ont un rapport C/N très élevé. Et ce sont ces bulbes-là qu'on conserve dans le séchoir. Ces bulbes qui sont en bon état sont ramenés au niveau de la parcelle, sont traités avec des fongicides au bout de 30 minutes avant d'être plantés. Et on prend la dimension de 20 sur 20
pour les planter. Et c'est ce que vous voyez comme ça, c'est des bulbes. Et au moment de la production, c'est-à-dire le développement, ces bulbes s'éclatent pour donner des ombelles. On est dans une des parcelles où le CDH réalise ses différentes expérimentations. C'est des expérimentations qui sont réalisées donc, dans le but d'améliorer des variétés maraîchères. Donc, il y a différentes activités aussi de multiplication de semences. Il y a aussi des tests, des tests biologiques, d'efficacité biologique pour différents produits. C'est des produits bio, c'est des produits chimiques qui sont en vue donc de leur homologation par le CSP. Donc là, vous voyez derrière moi, donc, ça c'est une expérimentation donc, sur la pomme de terre pour effectuer des tests DHSS que mon collègue Bamba réalise donc, au niveau de la station. Nous recevons à présent sur notre plateau le docteur Aïssatou Sambou, sélectionneur arachide au CERAS. Dans ce numéro, elle nous présente justement le CERAS établi à Thiès, nous parle de son parcours et surtout des résultats phares obtenus au cours de ses travaux. Notre correspondante Kim Ndiaye-Fall a assuré cet entretien. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Nous recevons aujourd'hui Dr Aïssatou Sambou, chercheur à l'ISRA, sélectionneur arachide. Bonjour madame. Bonjour madame Fall. Pouvez-vous nous présenter le centre? Merci madame Fall pour l'invitation. Je suis Aïssatou Sambou, chercheur à l'ISRA, au CERAS. Le CERAS, c'est un des centres de l'ISRA sur la production végétale. Nous sommes devenus CRE et nous avons mandat de travailler sur 6 spéculations. Le fognon, le mil, le sorgho, et les cultures associées, les légumineuses telles que l'arachide, le niébé, le sésame. Donc c'est sur 6 spéculations que nous avons mandat de travailler, de développer des technologies et de favoriser leur adoption. Ainsi, nous avons différentes thématiques sur lesquelles nous axons nos recherches. Ça va de la connaissance des bases physiologiques et moléculaires à la création variétale en pensant par la modélisation, la caractérisation des environnements cibles, mais aussi à la biodiversité. Et l'ensemble de ces axes des thématiques que nous abordons s'alignent avec le plan stratégique de développement de l'ISRA. Nous avons un fort volet de formation. Nous accueillons des étudiants du Sénégal, de la sous-région, dans nos différents plateaux de biochimie, de génotypage et d'écophysiologie. Et c'est sur l'ensemble de ces plateaux que nous accueillons des étudiants en master et aussi en thèse dans le cadre de leurs travaux. À cela aussi s'ajoute le fait que nous avons la certification de ISO 9001, la version 2015 pour le plateau de génotypage. Et nous avons une bonne politique aussi de l'aspect genre. Pouvez-vous revenir un peu sur votre parcours, s'il vous plaît? Alors, j'ai eu mon baccalauréat en 2006. Après, j'ai été à l'UCAD où j'ai fait mon cursus universitaire jusqu'à l'obtention de la maîtrise. Et après la maîtrise, j'ai été sélectionnée pour faire le master en biotechnologie végétale et microbienne, qui m'a d'ailleurs permis d'intégrer le CERAS à travers mon mémoire de master en 2012, que j'ai obtenu en 2012. Après l'obtention de mon master, j'ai eu une prestation ici pour l'année de maîtrise. Et après, une opportunité s'est présentée à travers le WAP. J'ai bénéficié d'une bourse pour aller faire ma thèse à WACI, West Africa Center for Crop Improvement. Nous sommes très honorés, jeunes femmes, scientifiques, et vous faites partie des premiers sélectionneurs à l'ISRA. C'est vraiment un honneur pour nous. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle des sélectionneurs dans l'agriculture en général? Le sélectionneur a un rôle central, un rôle essentiel, parce que si vous regardez, on parle de changement climatique. Et ce changement climatique s'accompagne aussi d'adaptation. Il faut que les plantes s'adaptent à ce changement climatique. Et le sélectionneur est, je dirais, au milieu de ce changement climatique, parce qu'il faut qu'il trouve des solutions pour proposer de nouvelles technologies en termes de création variétale aux producteurs
pour qu'ils puissent faire face à ces changements climatiques. Donc, le sélectionneur est à l'écoute du producteur. Le producteur est le maillon fort de la chaîne de valeur parce que c'est lui qui est en amont, mais aussi en aval de la chaîne de valeur. Ce que fait le sélectionneur, c'est qu'il va vers le producteur, recueille ses besoins, ses contraintes, c'est ce qu'on appelle le demand-led breeding, et lui, une fois ces informations sous sa main, s'entoure, parce que c'est une équipe pluridisciplinaire. Certes, le sélectionneur est au milieu, mais le sélectionneur utilise le physiologiste, il utilise le généticien, il utilise le biologiste moléculaire, etc. pour répondre aux besoins des producteurs en termes de préférence, mais aussi en termes de contraintes. Donc, c'est un acteur clé de l'agriculture puisque c'est lui qui propose des technologies telles que les nouvelles variétés que vous entendez aux producteurs pour leur adoption face au changement climatique, mais aussi en termes de préférences variétales et de contraintes. Pouvez-vous nous dire sur quoi portent vos recherches actuelles? Je travaille sur l'arachide. Et depuis presque une quinzaine d'années, le CERAS est dans la dynamique d'élargissement de la base génétique de l'arachide cultivé. Parce que le pool génétique de l'arachide cultivé est très faible. Donc, ce que nous faisons depuis presque une quinzaine d'années, c'est que nous faisons appel aux espèces sauvages pour améliorer l'espèce cultivée. Et je suis toujours dans cette dynamique d'explorer les ressources phytogénétiques sauvages pour l'amélioration de l'espèce cultivée. CERAS aussi est attendu en tant que centre régional d'adaptation à la sécheresse de répondre à ce besoin de développer des variétés qui puissent être tolérantes à la sécheresse. Donc, je suis aussi dans cette dynamique. Je pense aussi que c'est important de l'intégrer, le développement de nouvelles variétés d'arachide qui soient tolérantes à la sécheresse. En plus de cela aussi, je suis dans le développement de la grosseur de la graine. Nous travaillons sur la grosseur de la graine pour augmenter le calibre des grains tout en restant sur du cycle court. Et par rapport à ça, nous avons aussi des résultats prometteurs. Mais aussi, nous sommes dans la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est que nous essayons aussi d'aller jusqu'au niveau gène par rapport à des traits qui nous intéressent, l'identification des gènes et leur utilisation en sélection. Pouvez-vous nous citer quelques résultats phares que vous avez de vos recherches sur l'arachide? Oui, sur l'arachide, récemment, en 2017, nous avons homologué 10 variétés d'arachide. Et ça, c'est le fruit d'un travail vraiment collaboratif entre le CNRA, le CERAS et un partenaire clé, le CIRAT. Et ces 10 variétés actuellement sont en cours de diffusion. Parce que le taux de multiplication de l'arachide étant faible, il faut vraiment un pas de temps pour que ces nouvelles variétés puissent être connues de tous et à la disposition tant en quantité qu'en qualité au niveau des producteurs. À cela s'ajoute le fait que nous avons actuellement en notre possession une variété que nous voulons inscrire cette année pour l'homologation, une variété de grosses graines. C'est une arachide de bouche qui a été développée ici au CERAS en partenariat avec le CNRA et le CIRAT et pour qui nous voulons vraiment que ce soit une arachide des zones irriguées. Certes, nous sommes restés sur du cycle 90 jours et nous avons augmenté la taille de la graine. Donc là aussi, c'est une nouvelle obtention que nous avons actuellement et que nous pensons que dans les mois à venir, nous pouvons proposer cette nouvelle obtention à l'homologation. À cela s'ajoute aussi le fait que nous sommes dans la recherche du QTL, etc. Et nous avons aussi des articles par rapport à ça que nous espérons pouvoir publier cette année. Merci beaucoup. Ceci met fin à notre entretien et nous nous donnons rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro. Merci beaucoup, Madame Fall Kim, pour cet entretien. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'équipe de l'UNIVAL souhaite à toutes les femmes de l'ISRA une très bonne fête. Ceci met fin à notre édition du jour. Rendez-vous donné pour le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.